Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode spécial de l'Instant Sportif, preview de la saison 2026 de Formule 1. On sait que ça commence très bientôt, cette fin de semaine. Au moment qu'on enregistre, en gros, on est le mercredi 4 mars. Le premier Grand Prix est le 8 mars, donc dans 4 jours, si vous êtes bon en calcul mathématique. 8 moins 4 égale 4. Toutefois, pour ce qui est de l'heure du Québec, ce qui est à noter, le Grand Prix va être le samedi, le 7, mais à 11h du soir. Donc, en Australie, ça va être dimanche. Donc, mais en tout cas, on s'en fout. On est là pour cet épisode spécial. Thierry Simon en compagnie de Pierre-Olivier Deschênes. Et pour la première fois dans l'émission, on a un autre invité, Noah Roberge, grand passionné de F1 aussi. Noah, comment ça va aujourd'hui? Ah bien, vous? Oui, ça va très bien. Ben, je suis très content, ouais, très content de pouvoir revenir à l'instant sportif, étant donné que là, c'est le line-up originel qui revient. Oui, c'est vrai. Quand on avait parti cette émission de radio, qui existe toujours d'ailleurs. Oui, oui, mais ça me fait vraiment plaisir, ça faisait longtemps que je voulais être là, puis on va parler de Formule 1. Donc là, aujourd'hui, Noah, en gros, on t'a demandé de venir aujourd'hui parce que moi puis PO, pendant les essais hivernaux, on n'était pas tant... on les a pas suivis de très près. Moi, personnellement, j'étais vraiment plus côté olympique. PO, toi, au moins, le tournoi de hockey olympique. Donc, j'ai checké les résultats, mais sans plus. On les a vus, on a vu, ah ouais, eux sont bons, eux sont moins bons. Donc là, en gros, on t'a demandé vraiment de venir pour que tu nous dises vraiment, si tu nous parles de chaque équipe, selon toi, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses de chaque équipe, également de la nouvelle réglementation puis des polémiques qui sont attirées avec celle-là. Donc, en gros, de faire un petit tour d'horizon de cette saison 2026 qui va commencer bientôt. Puis, si tu veux, bien, on va commencer avec, en gros, le preview d'équipe par équipe. Cette année, on rappelle qu'il y en a 11 au lieu de 10. Ça fait changement. Première fois depuis 2016. Puis, si tu veux, on peut commencer avec les champions constructeurs et pilotes de l'année dernière, c'est-à-dire l'écurie McLaren. Avec Lando Norris champion. Je me sens bien avec Lando comme champion. Ok, c'est correct. Le Lando Norris Glazing, il en faut bien. Pour le quotidien, il se fait bâcher. Non, mais... Ouais. Là, on va commencer avec... déjà, il faut savoir qu'on est sur une nouvelle réglementation qui avait été annoncée en 2023-2024. Ça fait même avant 2022. On avait les voitures à effet de sol qui venaient d'arriver. On parlait déjà de celle-là. Et il y avait beaucoup de pilotes qui étaient sceptiques parce qu'on parlait d'une révolution aérodynamique. Mais on va se rendre compte qu'il y avait raison d'être sceptique. Et aussi qu'on disait que les F1 allaient vraiment être rapides en ligne droite. On va avoir l'occasion d'en parler, mais pour commencer, c'est qu'on est sur une génération de F1 qui est la première depuis 2011 à ne pas avoir de DRS. C'est vrai. On appelle le Drag Reduction System, le système de réduction de la traînée, qui était on va pas faire un dessin, je suis pas aérodynamicien, mais ça permettait à l'aileron arrière de s'entrouvrir et de laisser passer plus d'air et donc augmenter la vitesse de pointe. Là, on a changé un peu la formule, c'est de l'aérodynamique active, donc on a un DRS, l'équivalent sur l'aileron avant, en plus de l'aileron arrière. Ce qui donne un petit peu plus d'appui, ce qui rend les voitures plus vite en ligne droite. Puis à côté de ça, on a des voitures plus petites c'est pas énorme, là, mais elles sont plus légères et plus petites. Je crois que c'est 50 ou 60 kilos de différence. C'est négligeable. Mais par rapport au DRS, avant, quand tu étais en dessous d'une seconde, là, c'est là que tu l'activais. C'est quoi qui va se passer? C'est-tu le même principe en bas d'une seconde? Oui, c'est juste que là... la différence, c'est qu'on a vraiment, comme je l'ai dit, c'est que l'aileron avant se plie aussi. Et on va avoir l'occasion d'en parler pour les controverses, puis avec les moteurs et tout, mais c'est censé offrir plus d'opportunités de dépassement que le DRS, qui était un peu limité. Sur certains circuits, on va pas se mentir, là, je veux dire, ça marchait bien à Bahreïn parce qu'il y a des grosses zones, des grosses lignes droites, mais à Imola, là, se mentir. Il y avait des circuits où le DRS marchait mieux que tour d'autres. Mais ça, c'est aussi les voitures qui étaient plus capables de suivre. Puis bon, en tout cas, le DRS avait ses limites. Après, bon, on va être à peu près sur les mêmes problèmes avec l'aérodynamique active, parce que là, c'est la première année qu'ils le font. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des trucs qui vont être moins bien compris de certains ingénieurs. On va en parler d'un autre ingénieur qui s'est solidement planté plus tard. Quand on va arriver sur le côté Aston Martin, on va rire un peu. Mais... c'est ça, on est vraiment sur une révolution aérodynamique avec des voitures plus légères, plus petites, beaucoup plus extrêmes aérodynamiquement. On a l'occasion d'en parler. Il y a beaucoup d'écuries qui ont tenté des paris, notamment celle-ci. Mais on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Donc, pour commencer avec le profil de McLaren, donc champion en 2024 constructeur et champion en 25 constructeur et pilote. McLaren qui avait mal commencé la réglementation de l'effet de sol, qui avait raté complètement leurs deux premières voitures, c'est-à-dire 22 et 23.
jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose avec le châssis et c'est les radiateurs sur la voiture de 2023, ce qui leur a fait gagner, je crois, 3-4 dixièmes au tour, là, une chose comme ça. Donc, depuis, ils ont commencé à se battre pour des podiums, mais ils ont continué d'expérimenter. Ils ont fini par créer un package qui est devenu celui de la meilleure voiture du plateau après le Grand Prix de Miami en 2024. Alors, bon, ils ont eu une saison 2025 absolument dominante, en tout cas pour la première moitié de saison. C'était assez dominant. Des fois, tu avais Verstappen qui faisait une pole, mais il se faisait dépasser, ou c'était Russell, en tout cas. Pour la saison 2026, le bilan pour McLaren est un peu mitigé. Parce que c'était pas l'équipe qui a le plus impressionné. Donc, ils ont eu des bons essais. Il n'y a pas eu de problème de fiabilité ou autre. La voiture a l'air correcte, mais on n'a pas décelé de force nulle part. Dire, c'est une voiture qui a l'air stable en entrée et en sortie de virage. Une vitesse de pointe plutôt correcte. C'était un petit peu la faiblesse de McLaren. On a des bons freinages. C'est assez constant. Au niveau des données, on peut aussi remarquer qu'elle est très aérodynamiquement, elle se tient. Avec des aussi, comment je pourrais dire, j'essaie d'utiliser des termes pas trop compliqués parce qu'on parle quand même d'aérodynamique. Je suis zéro un aérodynamicien. Mais au niveau des ailerons aussi, c'est des ailerons plus fins qu'on va voir avec la réglementation 2026. C'est vraiment beaucoup plus fin. Donc, ils n'ont rien fait de mal, mais ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Selon Andrea Stella et Zach Brown, ils ont un peu de retard sur la concurrence directe, qui est Red Bull. D'ailleurs, on parlait direct du cas Red Bull, qui est un peu comme McLaren, c'est-à-dire qu'ils sont bons partout, mais meilleurs en rien. Même si on peut noter chez Red Bull une excellente vitesse de pointe. Assez étonnant parce qu'ils sont avec un nouveau moteur, un nouveau motoriste Ford, qui revient pour la première fois depuis 2006-2007, là, on ne me rappelle plus. En tout cas, il était là au début des années 2000, je pense 2006 avec Williams. Le fameux moteur qui a fini 3 courses. Donc, une bonne vitesse de pointe, un petit peu moins stable en sortie de virage, un petit peu plus instable du train arrière. Verstappen n'aime pas la voiture. Bon, chez Verstappen, il n'aime jamais une seule voiture qu'il a eue. Il a toujours chiolé qu'il n'aimait pas sa monoplace. Peut-être 2023, là. Peut-être celle-là. Là. Celle-là, elle était sympathique. Là. Ah, il trouvait quand même le moyen de chioler sur sa monoplace en 2023. Hein. Moi, je pense qu'il chialait plus sur les. En tout cas, pour cette année, je pense qu'il chialait plus sur les voitures en tant que telles à piloter. Oui, il chialait sur la scène, oui, mais tu sais. mais il y a beaucoup de pilotes qui s'entendent pour dire que les voitures de 2026 à piloter, c'est vraiment bizarre. Ben, ils ont pas dit que ils pensent qu'il va y avoir de la misère à faire les longues lignes droites au complet, au maximum. Oui. Mais, genre, ils pensent qu'ils vont pas pouvoir se rendre jusqu'au bout. Là. Parce que la batterie se vide très, très vite. En fait, ils sont vraiment rapides en ligne droite, mais pas longtemps. Avec l'aéro active, je veux dire, on a eu des race simulation exercises là, où ils ont pratiqué un petit peu les dépassements, puis ouf, c'est rough. Est-ce que genre vraiment, un circuit comme Las Vegas, ça pourrait être problématique, parce que je sais que la ligne droite est hyper longue, là? Je pense que ça dépend toujours des conditions de piste, ça dépend des réglages des pilotes aussi, puis des écuries, ça dépend des qualités des voitures. Mais je pense pas que les dépassements vont être très présents. C'est pas la faute de l'aéroactive, selon moi, c'est vraiment juste la réglementation moteur qui vient un peu, parce que les moteurs surchauffent trop vite, mais pas longtemps. Donc, la vitesse de pointe reste stable au lieu de monter. Donc, en Italie, ça va être assez spécial là, de voir les super grosses lignes droites, mais tu vas rester à 335 10 ans. Là, en tout cas, c'est ça le problème aussi. Puis les procédures de départ, ça va être à surveiller, surtout sous la pluie, parce que les départs, c'est un petit peu dangereux. Là. On a des voitures qui partent super vite, notamment la Ferrari de Lewis Hamilton. Je ne sais pas si vous avez vu l'extrait vidéo. Là. C'était incroyable. Il est 10e, il se ramasse premier bien avant le premier frein. C'est comme un Renault en 2005 là, qui avait un launch control exceptionnel. Là. C'est vraiment le régime moteur qui est super vite, très rapidement, mais il stagne. Pour les dépassements, ça va être vraiment un jeu de tu me passes, je te repasse. Ça va être un peu pénible. Je pense pas que ça va. Puis aussi que les voitures vont vraiment
ça va être sur du gros lift and coast pendant une bonne partie de la course. Fait que ça attaquera pas vraiment. Pour le spectacle, c'est un peu dégueu. Mais on va revenir sur les performances des voitures. Je suis en train de Ah, mais c'est parler, bien, faut que tu expliques aussi la réglementation. parler du côté un peu plus technique. Là. Mais là, pour en revenir, troisième au constructeur en 2025, Mercedes, eux, depuis quelques mois, ils font beaucoup parler d'eux. Parce que ça fait depuis peut-être 2024 que Toto Wolff arrête pas de dire genre oui, le moteur Mercedes de 2026, vous n'êtes pas prêt, il va être super performant. Bien, il est performant, mais il est aussi pas très légal. Oh. Bon, là, le truc, c'est que c'est encore une chose avec le. C'est compliqué. C'est la chaleur. Le moteur surchauffe à des plus hautes températures qui lui permettent de gagner, je crois, c'est 4 ou 5 HP. Là. Donc, à peu près. Chevaux, excusez. Ben oui. Les termes techniques, là. 4-5 chevaux, sans DRS, sans aéroactif, ce qui équivaut à peu près 10 km/h de plus. Ça, c'est tout dépendamment de la température. Sur un circuit plus froid, ça paraît moins, mais sur un circuit chaud comme Bahreïn, là, avec des longues lignes droites, là, ça fait mal. On a vu des Antonelli et des Russell faire. Bahreïn, il y a quand même beaucoup de virages, ça prend quand même beaucoup d'appui. Faire du. Sans DRS, du 340. C'est quand même. Donc, la Mercedes, sa principale force, c'est son moteur. Sauf que, bon, la F1, c'est un sport aussi de gros snitch, on va pas se mentir. Aussitôt qu'il y en a un qui joue un peu avec le règlement puis qui trouve de quoi qui marche, ben, les autres écuries, quand ils sont pas capables de répliquer c'est quoi qu'ils font, ben, ils chiolent. Et on avait Red Bull qui avait à peu près trouvé la même astuce, mais ils se sont rendus compte que c'était pas mal moins poussé que Mercedes, fait qu'ils se sont rangés du côté des autres écuries, qui se sont plaints que c'était illégal. Et en effet, c'est pas très légal. Donc, Mercedes ont jusqu'au mois de juin pour développer un autre moteur légal cette fois-ci. Donc, ils vont, on va dire, ils vont avoir un moteur exceptionnel jusqu'en Espagne à peu près. Et bon, c'est Mercedes, ils vont probablement se débrouiller pour avoir un super bon moteur après, là, parce que c'est bien beau, là, c'est Mercedes. Donc, vraiment, c'est, en termes de. La seule réglementation moteur qu'ils n'ont pas eu, c'est celle de 2022. Mais encore là, il était fiable le moteur, contrairement au Ferrari. Jusqu'au début. Mais au début, c'était rough, là, Bakou, on s'en rappelle. Mais donc, c'est ça. Donc, la Mercedes, vraiment très rapide en ligne droite. Mais manque de stabilité, surtout dans les virages lents. On voit des Russell puis des Antonelli vraiment avoir plus de difficultés. On voit qu'ils tournent beaucoup plus le volant de façon beaucoup plus agressive que même McLaren ou Red Bull qui sont beaucoup plus douces au niveau de l'aéro. On voit que Mercedes ont vraiment un package aérodynamique beaucoup plus tourné vers le moteur. Donc, ils risquent d'être vraiment très forts sur les circuits à forte chaleur et avec des bonnes lignes droites. Donc, l'Australie pourrait être très fort. Parce que l'Australie, il y a quand même des longues pleines charges. Ben là, la Chine aussi, même si la Chine, dans le deuxième secteur, ça va être un petit peu plus dur pour eux, étant donné que c'est très sinueux. Mais, tu sais, par exemple, la Belgique, l'Italie, l'Azerbaïdjan, Las Vegas, le Canada surtout, l'Autriche, ce genre de circuits-là, avec les longues pleines charges, vont vraiment beaucoup les favoriser, justement, à cause de leur moteur. Mais aérodynamiquement, il va falloir qu'ils développent un peu parce que c'est un peu défaillant. Pas défaillant, mais un peu en retard. Contrairement à l'équipe qui avait très déçu de par son choix très ambitieux de complètement changer de philosophie aérodynamique pour une année 2025, Ferrari, qui avait une voiture, pour pas dire pas du tout pas très performante en 2025. On parle d'une voiture qui joue le titre en 2024, une voiture qui fait 6 podiums en 2025. 6 ou 7, ouais, quelque chose comme ça. Et que des podiums de Leclerc, puis elle marchait en qualif, c'était une horreur. Elle était zéro rapide sur un tour. En course aussi, là, c'était pas incroyable. Là. C'était du lift and coast tout le long. Là. Mais elle avait plus de rythme. Pas... Ouais, en tout cas, c'est plus Leclerc qui faisait des miracles, je pense. Je pense que c'est peut-être plus ça. Là. Sous la pluie, c'était une horreur. Oui, ça, c'est avec plusieurs... Là, on a eu... Ferrari se sont pointés avec une voiture avec un aérodynamique extrêmement agressif. Et eux, c'est plus du côté du châssis.
contrairement du moteur. Donc, ils ont une espèce de diffuseur avec plus de. Je sais pas trop. Une espèce de. Comme un peu. Pas comme le double diffuseur de Braun, mais à peu près similaire. Genre qu'il y a une pièce de. J'ai pas trop suivi, c'est très technique. Là, genre, ils ne vont pas tout dire parce que sinon, toutes les écuries vont copier. Mais ils ont un diffuseur qui permet à la voiture d'être extrêmement stable, puis autant en freinage, en entrée, en sortie, en virage lent rapide. La Ferrari est d'une stabilité vraiment impressionnante. On voyait les tours de Leclerc, là, à aucun moment il hésite quand il tourne le volant. Chaque fois qu'il tourne le volant, ça tourne, ça tourne. Il n'y a pas de sous-virage, il n'y a pas de survirage, c'est stable. Donc, aérodynamiquement, Ferrari va être à surveiller. Puis même au niveau de la vitesse de pointe, Ferrari se sont ramenés avec une espèce de. Une innovation technique légale cette fois-ci. Avec le DRS, vous l'avez vu, le fameux DRS qui, au lieu de s'ouvrir, se retourne complètement. Ce qui apporte, je crois que c'est 15 km de plus en ligne droite. Et ça apporte en plus d'appui. Donc, on peut dire que c'est un smart move vraiment de Ferrari qui, d'habitude, à chaque fois qu'il ramène une nouveauté, ça marche pas. Mais là, de la façon que tu parles de Ferrari, on dirait que c'est eux les favoris, eux, Mercedes, ceux qui vont être au top. Ça va dépendre, en fait, parce que Mercedes, on pense qu'ils ont caché un peu les performances de la voiture. Pas trop, pour un peu éviter, parce qu'ils sont déjà sous le regard, sous les projecteurs un peu à cause du moteur. Fait que là, il n'y avait pas trop envie de trop se montrer. Fait qu'ils ont peut-être sandbagué pendant les essais, pas montré trop de performance. Donc, peut-être que c'est là que Ferrari a vu a montré plus de performance parce que Leclerc et Hamilton ont fait vraiment énormément de tours. Ils ont fait beaucoup de tours rapides. Ce qu'on sait du rythme de course de la Ferrari, c'est qu'il est très très bon, autant en basse qu'en haute température. En ligne droite, c'est bon, comme je disais. La voiture est très polyvalente. Mais est-ce que Mercedes était vraiment à 100%? On ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup d'écuries que la voiture qu'il y avait aux essais, c'est pas la voiture qu'il va avoir en Australie. Il y a beaucoup de. Je pense que Ferrari, la voiture va avoir quand même pas mal changé d'ici Melbourne. Oui, c'est vrai, oui. Puis, parce qu'on est vraiment sur une règle. Ouais, même Mercedes. La plupart des écuries vont avoir changé des bonnes parties de la voiture parce qu'ils testent. Ils testaient beaucoup de choses. Puis comme l'aileron de la Ferrari ne sera pas là à Melbourne, il va être là à peu près Miami, autour de Miami, Monaco, là, dans ces eaux-là. Monaco, ça n'aura aucune utilité, mais bon. Ferrari. Donc, c'est ça. Pour le cinquième, l'écurie qui avait énormément surpris de par son excellente saison 2025, Williams, ça ira un petit peu moins bien pour l'écurie de Enstone. Ils ont une voiture qui est certes très fiable. Vraiment, ils ont fait beaucoup de tours, mais elle est lourde. Et les pilotes ont beaucoup de la difficulté à la manier, surtout dans les virages plus rapides. Donc, le poids, c'est vraiment devenu un enjeu en F1. Là. Il y a quelques années, on enlevait littéralement de la peinture pour gagner des. Ouais. On se retrouvait avec des voitures de carbone. Là. Alpine, c'était les pires là-dedans. Là. Puis Kickstarter, ça aussi, c'était. Mais là, moi, j'ai une question parce que ça fait plusieurs années que Williams nous disent on s'en fout, on se prépare pour 2026. Mais finalement, ça a l'air d'être un échec. Qu'est-ce qui s'est passé, on sait-tu? Ben, en fait, je dirais pas un échec parce que la voiture est fiable. Donc, tu sais que la voiture, elle va terminer les courses. Et est-ce qu'elle va être performante? Il va falloir régler les problèmes de poids parce qu'en rythme de course, c'était pas affreux, mais c'était pas non plus super impressionnant. À cause de la lourdeur de la voiture, c'est un peu difficile de mesurer ce que les données veulent vraiment dire par rapport au rythme de course. Sur un tour, c'est pas très concluant. Notamment à cause du poids, parce que c'est là où il faut que tu en ailles le moins du poids, c'est quand tu fais un tour rapide. Les pilotes se plaignent qu'elle est assez instable aussi au niveau de l'arrière. Donc, c'est pas une voiture super plaisante à piloter, mais tous les pilotes disent ça vraiment de la réglementation. Donc, Williams, généralement, ils sont assez bons pour trouver c'est quoi leur problème. Donc, peut-être que leurs performances vont probablement augmenter d'ici. Peut-être que d'ici Melbourne, une partie des problèmes vont être réglés, mais c'est pas la Williams de début 2025 qui marquait des points à la régulière puis des gros points. Là.
Là, ça va peut-être être comme au début 2022-23, on va peut-être taper des 9-10e places dans des courses un peu folles ou certains circuits, ça va peut-être mieux marcher en tout cas. On sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que Williams a du travail à faire au Mais sujet de. est-ce que c'est la meilleure des autres ou elle va même être dans le mix pour être plus grosse peut-être là? En fait, je pense que la hiérarchie de 2024-25 est assez similaire puisque c'est à peu près ces deux groupes. On a le quatuor de tête, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren. On va avoir le midfield. Le midfield, en fait. Là, il va y avoir deux voitures de plus, les Cadillac. On va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais ça va rester un petit peu un combat entre ces voitures-là. Mais il y en a une parmi celles-ci qui a un petit peu l'avantage, puis c'est Haas. Alors, Surprenant. vraiment, Haas, c'est une écurie qui n'avait pas des gros moyens, qui avait eu des bonnes premières saisons. Ils ont eu un moment de mou là, entre 2019 et 2021. C'était vraiment pas bon. La voiture performait pas, puis les pilotes, honnêtement. Mazepin, quand ton meilleur pilote est Mick Schumacher, là, vraiment. Là, à partir de la réglementation de l'effet de sol, il avait bien commencé 2022. Il avait un peu disparu par la suite. 2023, c'était à peu près la même chose, mais 2023, elle était bonne sur un tour, mais elle utilisait beaucoup trop ses pneus. Et là, en 2024, ils ont amené un nouveau team principal, Ayao Komatsu, qui depuis qu'il est là, vraiment, Haas va vraiment mieux. Honnêtement, le développement de la voiture avance bien. Puis en 2024, je crois qu'il avait fini meilleur des autres. Il a fini C'était-tu 6 ou 7, mais ouais, je pense qu'il a genre fini 7, mais tu sais, il y avait quand même Non, bien. 6. Parce que 5, c'était la fraude. Non, c'était Aston Martin. Ah non, 6 c'était Alpine, 7 c'était Haas. Ouais, Alpine qui avait fraudé Ah, parce il qu'il avait avait fait fraudé à cause de son double podium, ouais. Parce que sinon, bon, en fin de saison, Gasly tournait quand même assez bien, mais c'était pas. Haas avait vraiment eu une bonne saison 2024 et en 2025, c'était le contraire de 2023, c'est-à-dire qu'en qualif, c'était pas fameux, mais en course, ça marchait bien. On a eu Oli Burman qui a eu une excellente saison pour un rookie, là, en tout cas une saison complète, là, qui a même signé une super belle 4e place au Mexique. Qui a tenu Verstappen derrière lui une coupe de un certain nombre de tours. Donc, Haas est encore dans le bon chemin. Une voiture stable avec le moteur Ferrari qui marche bien. Donc, la meilleure des autres, ça serait vraiment la Haas. Mais Haas, des fois, ils commencent bien la saison puis ils ont tendance à un petit peu chuter. 2019, avec le fameux sponsor qu'on n'a jamais revu après. Rich Energy. Après, 2018, ils commençaient bien. Ils ont un petit peu chuté aussi. 2022, mais généralement, Haas, depuis 2024, depuis le départ de Steiner, c'est une écurie qui va dans la bonne direction. Puis avec un line-up, un duo de pilotes assez solide. On a un Ocon qui amène de l'expérience, qui amène une certaine énergie, puis qui, pour une fois, n'est pas trop toxique avec son environnement. Un certain pilote espagnol ne pourra pas s'en plaindre. Et on a un Oli Burman qui est, pour l'instant, le peu qu'il a montré, c'est très prometteur. Un futur espoir pour Ferrari, en tout cas, qui avait montré des très bonnes choses en 2025. Donc, on serait sur une saison où Haas commencerait meilleur des autres. Suivi par une écurie qui a enchaîné là, les histoires de team principal qui se fait virer, de ingénieur qui se fait sortir parce que ça marche pas. C'est pas un scénario de téléroman, c'est juste Alpine depuis 2022, c'est ça qui se passe. C'est vraiment rendu n'importe quoi. Alpine qui avait une saison 2025 catastrophique. La voiture était pas performante. Gasly a fait quelques miracles, notamment, je crois que c'est en Grande-Bretagne, il termine genre 6e. Sa 7e place à Bahreïn. Gasly avait marqué quelques fois des points, mais la Alpine en 2025, c'était une catastrophe. Châssis pas très bon, aérodynamiquement pas très bon, puis le moteur Renault. Tu les vois prendre un gros jump cette année? Ben, Ouais, moi, ça me surprend un peu de les voir là. Je suis comme. Ben en fait, je vais vous le dire pourquoi, moteur Mercedes. ok. Le moteur Mercedes les aide vraiment, mais aérodynamiquement, le châssis est assez lourd aussi, comme la Williams. Et le châssis n'est pas nécessairement adapté au moteur non plus.
reste moins pire que le cas Aston Martin, là, mais ils sont pas si mal. Ils ont montré des bons signes. Fiabilité aussi, ce que le moteur Renault n'était pas. On peut s'attendre à ce qu'il soit plus régulier qu'en 2025. Je sais que Colapinto et Gasly ont fait des plutôt bons commentaires disant que ça allait dans la bonne direction. Après, c'est Alpine. En 2023, après leur podium à Monaco, ils disaient qu'elle allait compétitionner avec Ferrari. Puis ils n'ont jamais été proches de compétitionner avec Ferrari une seule fois. Donc, avec le trio de tête, fait que vraiment, Alpine, des fois, en termes d'ambition, là, je veux dire, Renault, en 2019, il était censé gagner des courses. Leur premier podium, ils l'ont fait en 2020. Fait que vraiment, niveau ambition, là, c'est. Mais on peut s'attendre à ce qu'Alpine ait une meilleure saison, mais c'est dur de faire pire que l'an dernier, parce qu'honnêtement. C'était terrible. Ben moi, je trouvais ça drôle, là, parce que c'est Alpine, puis genre. Il y a tellement de problèmes autour de l'écurie, là. Tel veut racheter, tel veut prendre. En espérant que pour eux, ça soit un petit peu moins toxique l'environnement, parce que là, avec Flavio Briatore. C'est mal parti, mettons. Qu'on ne présente plus pour des mauvaises raisons. On sait pas. On sait que Briatore a réussi à faire des bonnes choses avec Benetton, mais Benetton. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les scandales de Briatore parce que ça pourrait devenir une autre chronique de 1h30. Il y a tellement de choses à dire, là, donc honnêtement. Donc après Alpine, ça va être probablement la plus belle livrée 2025, la RB. Qui, en 2025, avait quand même commencé assez bien. On avait un Tsunoda qui performait plutôt bien et qui est parti chez Red Bull. Donc, RB avait quand même eu une bonne saison, surtout avec un Isaac Hadjar qui avait vraiment été impressionnant. Il avait signé un podium aux Pays-Bas, je crois. Et ça me va faire. Une course assez folle qu'on a tout oublié. Parce que... PO s'en souvient parce que Norris il avait mal fini la course. Mais... Ouais, ben moi, c'est une course. Ouais, ben veux-tu vraiment qu'on en parle de Ferrari à ce moment-là? Ouais, non, cette course-là, ça va être rough, là. Ben, en tout cas, tous les mimes. Hamilton qui se met dans le mur, puis Leclerc qui se fait. Toutes les mimes de Taliban Tonelli viennent de là. Donc... Mais là, avec ton classement, là, la Williams commence vraiment à être up, là. Ben, c'est la 9e force. Ah, oui, 9e, ok. Je rappelle qu'il y a 11 écuries. Mais ça veut dire que tu mettrais la Williams derrière Racing Bulls puis derrière Audi aussi? C'est vrai que. Attends, j'ai de la misère. Attends. Ok, là. Là, tu as Mercedes Ferrari 1-2, Red Bull McLaren 3-4, Haas. Alpine. Ouais. RB. Williams. Audi. Ok, Audi. Williams. Cadillac. À peu près de ce que j'avais noté. Mais écoute, là, de la 5e à la 8e place, ça va être très interchangeable, tout dépendamment des circuits. Hein. Surtout que Williams avait dit qu'il allait être bon. Qu'il soit 9e, c'est très décevant. Williams a vraiment dit en 2024. De toute façon, en 2025, on n'a pas mis gros efforts, puis ils ont vraiment fini avec 180 points. Meilleure saison de Williams depuis. Ouais, ils ont l'air de pas trop ils ont pas l'air de trop comprendre ce qu'ils font. Alpine, non. Alpine, quand il performait bien en 2024, la première affaire qu'il se disait, c'était pourquoi. C'était vraiment. Je me rappelle le Grand Prix d'Espagne, il était comme, ben, on n'est pas si nul, mais on sait pas pourquoi. Voilà. RB, à peu près. En fait, les voitures du midfield sont à peu près tous égales. Ça va vraiment dépendre des circuits. Il n'y a pas Haas qui semble avoir un léger avantage. Je te dirais que Alpine, RB puis Audi, c'est à peu près similaire. Yeah. Audi qui ont le moteur Mercedes. What? Non. Alors que. Non, ils ont-tu leur propre moteur? Oui, Audi ont leur propre moteur. Oui. Ok, ouais. Je sais pas, je me disais bien que ça n'a aucun sens. C'est deux marques concurrentes, vraiment. Ouais, non. Ah, c'est Cadillac qui a le moteur Ferrari. C'est ça le truc. Qui m'a un peu mêlé. Là, les motoristes, c'est rendu un peu plus dur à retenir. En tout cas, Audi qui arrive en Formule 1 pour ses débuts dans la discipline. On rappelle, ils ont tout gagné en endurance, vraiment. Même si c'est rendu Ferrari. Et en rallye aussi, ils ont gagné beaucoup. Ben, ils ont gagné dans pas mal toutes les sphères de sport auto, sauf en F1. qui sont jamais allés.
Donc, c'est vraiment les principaux rivaux de Mercedes, puisque Mercedes ont bien marché en F1. En endurance aussi, c'est au début des années 90. Mais c'est vraiment deux marques qui s'en vont beaucoup de pique, mais qui sont vraiment rivales. Puis Audi arrive justement en F1 justement pour concurrencer Mercedes. Donc, ça reste à voir. On a une voiture avec un design qui change des Kicksauber qui étaient, pour pas dire, pas très belles. Donc, on a un line-up, le même line-up qu'en 2025. Un line-up qui avait, moi personnellement, j'avais beaucoup aimé on va dire la fugue de Bortoleto et l'expérience d'Hülkenberg qui avait fait une très très bonne saison 2025. Le Il a fait un podium. podium en Oui. Grande-Bretagne. Avec son trophée en Lego. Surtout, oui. Mais surtout, on se rappelle Kicksauber en 2024, on ne savait pas ce que ça s'en allait. C'est vrai. Il a fallu Guan Yu Zhou, Grand Prix du 14 pour finir 8e, je crois. Ah, je sais vite, ouais. 8 ou 9, là. Mais c'est une course où il y avait je sais pas combien d'abandons. Ça avait été un miracle. Là. Je me souviens, on capotait juste parce qu'il y avait eu des points. Ils ont commencé à bien performer à partir de ce moment-là. Puis en 2025, ils ont eu une bonne saison, beaucoup mieux en tout cas. Il y a eu déjà le podium de Hülkenberg. Bortoleto a fait une 6e place en Hongrie. Ouais, il me semble que oui, ouais. En Hongrie, il y avait en Italie, il avait terminé 7e. En Autriche, il avait terminé 7e. En tout cas, vraiment. Puis Hülkenberg avait terminé 5e en Espagne. Merci. Non, les deux ont eu des bons flashs l'année passée. Il y avait dépassé Hamilton à régulière en fin de compte. Voilà, puis ça, c'est la course où Verstappen a perdu le titre. Aussi, oui. Lando champion. Trop facile. C'est un autre débat. Là. Je suis pas là pour expliquer à quel point Lando Norris n'est pas un bon champion, mais gars. Il est champion, mais pas Leclerc. Je veux rien entendre. Ok. Donc, Audi qui va arriver pour sa première saison dans la discipline. Ils ont quand même un peu de pression parce que Mercedes, mais on les attend quand même aux avant-postes, notamment dans le midfield. Donc, sur certains Grands Prix, ça va jouer des points. Sur certains d'autres, non. On sait que le moteur est un petit peu moins puissant vu que généralement, quand un nouveau motoriste arrive, généralement, ils ne sont pas super performants. On se rappelle du cas Honda, oui. Honda en 2015. Et même quand. Honda en 2026. C'est ça que j'allais dire en 2026 aussi. Ouais, c'est un autre sujet, là, mais donc Audi qui ont quand même eu une bonne aérodynamique, mais il va y avoir beaucoup de travail à faire aussi pour s'adapter à la voiture parce que les pilotes manquent d'adaptation. Mais donc ça va rester à regarder, mais la bataille pour le midfield s'annonce quand même assez plutôt intéressante. Après, on va avoir la nouvelle écurie qui vient d'arriver, une marque américaine, Cadillac, avec un line-up de pilotes que moi, on pourrait appeler le line-up des numéros 2. Ouais. Vraiment, mais qui allie expérience et fiabilité. Deux des grands numéros 2. Là. C'est deux des bons numéros 2, puis deux des bons outsiders. Là. Ouais. Parce que Perez, avant qu'il se fasse ridiculiser chez Red Bull, c'était un bon outsider au podium avec Force India, avec Racing Point aussi. Puis avec Red Bull, il était pas mauvais, juste que la voiture était vraiment faite pour Verstappen. Ben, je pense qu'on a réalisé quand il est parti que qu'est-ce qu'il faisait, c'était des miracles parce que personne n'est passé proche des résultats qu'il faisait. Genre Tsunoda, tout ça, ils ont tous chié. Lawson qui n'a jamais fini d'un point. Tsunoda qui a fait comme meilleur résultat une 6e place. Ah, il n'a pas fait grand-chose Tsunoda. Puis avant Perez, Albon, puis Gasly, ça n'avait pas fait grand-chose non plus. Là. On réalise que Perez il était vraiment bon. Là. Ouais, mais il faisait des 7e place. Mais tu sais, comme tu disais, ouais, c'est nul, mais après, tu vas être Tsunoda, fait ok, c'est la GOAT. En fait, ouais, Tsunoda faisait des Tsunoda, il faisait des 9e, des 8e places. Non, il faisait plus bas, là. Ben ça, c'est à la fin qu'il a réussi. Moyenne. Ah non. Et Bottas, qui était vraiment un père numéro 2 chez Mercedes. Beaucoup de podiums, beaucoup de victoires. Bon, on l'a longtemps ridiculisé parce que, bon...
Donc, face à un pilote comme Hamilton, il avait un petit peu l'air ridicule certaines fois, mais il avait montré beaucoup de vitesse, beaucoup de fiabilité chez Alfa Romeo en 2022, que c'était le meilleur pilote des autres derrière, bon, avant que Alfa Romeo se mette à perdre de la vitesse, même en 2023, même en 2024. 2024, ce qui est particulier, c'est qu'on l'a presque pas vu, Valtteri Bottas, parce qu'il n'a pas marqué de points. Je crois que c'est la seule saison de sa carrière où il n'a pas marqué de points. Mais il a vraiment pas fait une mauvaise saison. Il a vraiment fait une bonne saison en 2024 parce qu'il a été fiable, il a fait ce qu'il pouvait, il a fini beaucoup de courses, puis vraiment, c'est pas mal lui qui ramenait les meilleurs résultats de l'équipe. C'est un peu lui qui a fait développer la voiture pour qu'elle devienne, même si j'enlève rien à Guan Yu Zhou, là, qui avait été très, très bon aussi. À Guan Yu Zhou qui a 3 saisons en Formule 1 quand même vraiment pas dégueulasse non plus. Il faut bien lui donner à Guan Yu Zhou qui a eu 3 bonnes saisons avec des voitures vraiment moyennes. C'était vraiment très très bien débrouillé. Donc on est vraiment sur un line-up qui fait beaucoup parler parce que c'est deux pilotes qui sont assez contraires. Bottas, c'est un petit peu mou au niveau de l'attaque et de la défense. Et Perez est capable d'être agressif. Des fois, il l'est trop. Baku 2024. Mais voilà, on est sur un line-up. Mais Cadillac, sans aucune surprise, n'est pas du tout dans les favoris pour jouer les points. On s'y attendait parce que c'est une nouvelle écurie. Tu peux pas arriver et être d'ores et déjà performant. Surtout quand tu pars de rien. Ils sont vraiment partis de rien. Je crois que c'est Dallara qui a fait les châssis. Donc, Ah, c'est eux, ah ouais. Oh, ok. c'est Dallara, là. Vraiment, ils sont partis de rien. Ils ont, sont quand même arrivés avec une voiture qui a l'air d'avoir un certain potentiel. Déjà, la livrée est magnifique. On sait que la livrée, ça n'apporte pas de performance, parce que sinon, Ferrari serait champion chaque année. Là. Effectivement. Mais, donc, vraiment, il y a quand même du promet, mais le moteur est pas super performant. Aérodynamiquement, c'est pas super impressionnant. La voiture ne sera pas là pour performer, à moins d'une course folle. Comme, admettons, comme une course comme Sao Paulo en 2024, où vraiment il y a beaucoup d'abandon et que c'est chaos. Là, on ne devrait pas s'attendre à voir Cadillac, en tout cas pour le début de saison, à aller voir bien performer. Mais ça restera toujours moins pire que. Ça me fait mal de le dire parce que vraiment. C'est une marque d'automobile que j'aime beaucoup. Bon, parce que je suis fan de l'univers de James Bond. C'est pas mal ça qui porte le fait que j'aime beaucoup Aston Martin. Mais c'est eux qui font le plus parler d'eux, mais vraiment pas pour des bonnes raisons. On va pas se mentir. Là, depuis Aston Martin, ils arrivent en 2021, ils sont pas très bons. En 2022, ils commencent mal, ils finissent bien. En 2023, ils ont très bien commencé. Ils ont fini, ils étaient corrects. 2024, ils ont commencé correct. Ils ont fini pour des 9e places, max. 2025, ils ont mal commencé. Et vers la fin, ils étaient rendus pas pire. On avait des Alonso et des Stroll qui rentraient régulièrement dans les points. Là. Je me rappelle à Abu Dhabi, Alonso avait fini 6e et Stroll avait fini dans les points. Ah oui, mon Dieu, ok, je me souvenais pas qu'il avait fini aussi haut. Ah, j'ai revu ça il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens, Ocon avait dit il m'énerve parce que ça Alonso a tellement d'expérience qu'il sait comment garder le monde en arrière de lui. Je me souviens, ok, ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alonso qui avait eu une bonne fin de saison. Puis ce qui a un peu ruiné la saison d'Alonso en 2025, c'est qu'il s'est pris tous les problèmes moteurs un après l'autre. Je crois qu'il s'en prend un en Monaco, il est 6e. Il s'en prend un autre. Il s'est pris tellement de problèmes moteurs, Alonso, parce que honnêtement, il aurait pu finir avec beaucoup plus de points. La première fois qu'il a marqué des points, c'était en Espagne. C'était battu là, pour une 9e place. Ça valait le coup. Puis Stroll qui avait quand même eu une saison correcte. Mais Aston Martin avait quand même trouvé le moyen de bien performer en fin de saison pour être vraiment dans le milieu de peloton. Et là, bon, ils ont eu le gros transfert d'Adrian Newey qui est génie. Qui était en fait un génie.
Oui. Parce que, bon, Adrian Newey, c'est les succès de Williams, les succès de McLaren, les succès de Red Bull dans on pourrait dire des 10 années de domination au total. Et bon, ils l'ont amené chez Aston Martin. Et Adrian Newey, il a la particularité qu'il il conçoit encore ses voitures au crayon à papier. Il dessine tous ses plans de voitures au crayon. Et imaginez-vous dessiner toutes les petites pièces là, avec un crayon papier. Faut le faire. Là. Moi, j'ai pas la patience pour ça. Juste dessiner le logo des sénateurs, j'ai envie de me frapper. Là. Mais vraiment, vraiment, donc on est sur c'est un génie. Là. Et donc, Adrian Newey, pendant l'année 2025, a beaucoup mis l'accent sur le fait que s'était beaucoup préparé pour 2026, que la voiture allait être très performante. Beaucoup de gens avaient justement ça en tête, que Aston Martin allait être à surveiller pour 2026. On les surveille, mais c'est pas le genre de surveillance auquel on s'attendait. On les surveille pour voir s'ils vont finir la course au lieu de voir s'ils vont gagner. Non, parce que, autrement dit, que Adrian Newey s'est complètement planté. En fait, est-ce que c'est la voiture le châssis qui est mal fait, ou c'est le moteur? Je pense que c'est plus le moteur. Personnellement, Parce je qu'en pense que fait, c'est plus. Adrian Newey est arrivé avec le châssis tout fait. Il est allé voir Honda, il a dit débrouillez-vous. Si le moteur n'est pas fait pour rentrer dans la voiture, je m'en fous, débrouillez-vous. En plus que le moteur Honda, on rappelle, j'ai appris ça plus tôt, c'est Thierry qui me disait ça, en fait, que c'est pas les mêmes ingénieurs qui ont travaillé sur le moteur Honda de l'époque Red Bull. Donc, post-pré-2022, c'est des tout nouveaux ingénieurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, généralement, le moteur n'est pas super performant. Donc, Alonso va encore se retrouver avec un moteur Honda dégueulasse. En plus d'une voiture qui n'est pas prête. Ouais, ça pourrait être vraiment un désastre. On le sait, Stroll, s'il n'y a pas de motivation, on sait comment ça peut aller. Puis Alonso, ça pourrait sonner la fin s'ils ils se battent pour des dernières places, là, des 21-22. Je suis pas sûr qu'ils vont durer ça longtemps. Là. Déjà, en Australie, c'est presque confirmé que Aston Martin vont juste faire 5 ou 6 tours et vont abandonner. Ils n'ont pas assez de pièces. La voiture n'est pas prête à faire une distance de Grand Prix complète. Vraiment, ils ont fait 300 tours des essais hivernaux en 6 jours d'essai. Et je crois que l'équipe qui n'a le moins en a 3 ou 400 de plus. C'est Cadillac qui est comme 10e, puis il en a au moins 200 de plus. C'est une catastrophe. On n'a aucune idée du rythme de course, du rythme en qualif. Le moteur n'est pas fait pour aller dans le châssis. On ne sait pas si la voiture est performante aérodynamiquement. On sait rien. Ils ont tellement fait peu de tours et peu d'essais qu'on ne sait même pas si elle est vraiment. On sait peut-être que la voiture est aussi rapide qu'une F2. On n'en sait rien vraiment. C'est une catastrophe, vraiment. Est-ce que c'est vraiment Newey qui a fait un châssis extraordinaire mais que le moteur rentre pas? Ou est-ce qu'il s'est juste planté? C'est possible. Adrian Newey n'a pas fait que des bonnes choses. On se rappelle de l'époque McLaren au début des années 2000, où il faisait une bonne voiture aux 2 ans. Ça a coûté cher à la carrière d'un certain Kimi Raikkonen. Ouais. Mais en plus, il n'était pas fiable. Hein. C'était plus fiabilité dans ce temps-là. Ouais, mais en 2004, je ne vais pas me dire que la McLaren était performante. Non plus. Là. En tout cas, j'étais pas né en 2004. Non, mais une chance. Par contre, elle était belle, la McLaren. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Là, je m'échappe. Là. Mais donc, vraiment, Aston Martin qui est sous les feux des projecteurs, mais pour des raisons un peu gênantes. Un peu plates. Alors que Alonso a beaucoup défendu Newey pendant les essais à Barcelone en disant que la voiture n'était pas prête, mais c'était pour des bonnes raisons, parce qu'il voulait qu'elle soit prête pour justement le premier Grand Prix, pas plus prête. C'est vraiment, Alonso a dit que 2026 allait probablement être sa dernière saison. Je pense que oui. Honnêtement, là, on sait qu'Alonso va quand même trouver le moyen de faire des sacrées performances. Et Aston Martin, généralement, ils sont assez bons pour réussir à performer, mais là, ça va être dur. Parce que les autres ont du travail à faire, mais eux, c'est pas du travail. Eux, c'est du travail avec un grand T. Vraiment, je peux même pas vous parler des forces et faiblesses de l'Aston Martin. J'en ai aucune idée. Les données n'ont pas dit grand-chose.
C'est pas comme les autres écuries qui ont beaucoup de tours et on sait à peu près que le rythme de course, ça va être ça, que l'usure de pneus, ça va être ça. Aston Martin, on n'en a aucune idée. Mais en tout cas, c'est quand même positif parce qu'entre Barcelone et Bahreïn, ils ont gagné 6 ou 7 secondes. Au tout. Mais ils sont quand même à 2 secondes en arrière de. Loin. Il y a beaucoup de travail à faire pour l'écurie de Silverstone. Effectivement. Juste pour apporter un petit truc, si je me souviens bien, je crois que le plus long relais qu'Aston a fait dans les essais Bahreïn, c'est 26 tours. Donc, Oui. c'est loin d'une distance de Grand Prix. Le plus court de la saison, déjà Bahreïn, c'est 57 tours, puis le plus court de la saison, c'est Spa, c'est 44. Ouais, c'est quasiment une distance de sprint seulement. Là. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. C'est un 50% d'un Silverstone. Puis encore là, c'est un relais, je pense qu'ils en ont juste fait un truc de même. Là, fait que c'est coup de petit. C'était pas particulièrement rapide, mais ils pouvaient pas faire grand-chose. Ouais. La boîte de vitesse aussi, c'est ça que j'ai entendu dire, c'est qu'en gros, ouais. dans la vidéo que j'ai écoutée, c'est que la boîte de vitesse, avant, il la recevait de Mercedes, donc il n'y avait pas besoin d'en faire. Maintenant, il faut qu'il la fasse aussi, puis c'est catastrophique aussi. Fait que Ah non, mais la voiture manque de fiabilité en plus. Donc, ouais, non, ça s'annonce à être une année assez sombre pour. Là, on a parlé de toutes les écuries. Avant d'aller faire ton classement des pilotes qui tu penses vont être champions, peux-tu nous parler, il y a eu un petit changement côté pilote du côté de Red Bull puis Racing Bull? Oh mon Dieu, oui. Oui, en fait, chez Red Bull, on a Max Verstappen qui finalement reste. Il y avait beaucoup de rumeurs en 2025 qui disaient qu'elle allait partir. Puis lui, il est allé dire après, il n'y avait aucune chance. Pouf. Pas à nous, Max. Hein. Pourquoi t'attends après que c'est confirmé pourquoi tu viens pas rassuré avant s'il y avait aucune chance? Ouais, genre vraiment, parce qu'on a vraiment cru un bon moment qu'il allait signer chez Mercedes. Puis là, il y avait tout le. Moi, je rêve un jour voir Mercedes avoir aligné Verstappen et Russell. C'est du grand absolu cinéma. Mercedes, vraiment, c'est. Hamilton Rosberg à côté, c'est de la petite bière. Parce qu'Hamilton Rosberg, ils s'apprécient. Eux autres, ils se détestent déjà. Ils s'apprécient au début, oui. Bon, à la fin, non. Là, mais là, maintenant, ça va mieux. Je pense que ça va mieux entre les deux. Parce que, ouais, mais Rosberg, s'il arrêterait de flex qu'il a gagné avec Equal Machinery. Ouais, c'est un scandale. Mais il peut flex. C'est Prime Hamilton qui bat Equal Machinery. Oui. Sauf que ça. Ouais, on n'est pas là pour parler de la saison 2016, hein, parce que bon, il y en a qui vont me dire que la trend de 2016-2026 c'est pareil, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Mais donc c'est ça. En fait, c'est que Red Bull vont aligner Isaac Hadjar aux côtés de Max Verstappen. Comment dire? Est-ce que vous avez peur pour Hadjar ou... Oui. Ouais, je suis terrifié. Je suis terrifié pour lui. Oui. Parce que honnêtement, il y a eu une très bonne première saison. Mais ça, c'est typique de Red Bull. C'est que le deuxième siège est maudit. Oui. Depuis Ricardo, à chaque fois qu'il y a eu un pilote à côté de Verstappen, ça allait pas. On a eu Gasly qui a même pas fait la mi-saison avec Red Bull. Il a fait un peu plus de la moitié de la saison, mais il était vraiment lent. Il est parti, excusez Jean, je pense, il me semble qu'il est parti pendant la pause de mi-saison, littéralement. Il a fait la moitié de la saison, il est parti. Il était pas extraordinaire. Puis il est parti de Red Bull, puis il était bon. Ouais. Et après, on a eu Albon qui avait des coups d'éclat, qui était capable de faire des bonnes courses, mais il faisait pas grand-chose. En gros, excusez, je vais mettre un autre commentaire. Gasly, ce qu'il faisait en 2019 avec Red Bull, je me souviens, il faisait comme des 6e, 7e, 8e places. Tu sais, c'est comme. On se disait, ben voyons, on sort de Ricardo qui était équivalent à Verstappen, il était aussi bon, même des fois meilleur. Là, tu voyais, ok, il est vraiment pas bon, en tout cas, c'est vraiment décevant. Albon, au début, on disait qu'il était meilleur parce que lui, il faisait des top 5, ce que Gasly faisait genre jamais. C'est comme truc, mais tu sais, il pense à ça, puis tu regardes ce que Lawson, puis Tsunoda, puis même Perez ont fait vers la fin, puis Philippe, pas si pire. Non, mais aussi que Albon est arrivé au moment où que Ferrari a un peu commencé à perdre du rythme et que Red Bull a commencé à en gagner. Ouais. Red Bull était devenu plus performant. Mais Albon, sa saison 2019 avec Red Bull avait été quand même bonne. Il avait fait une très bonne course au Brésil. Mais sa saison 2020, à part quelques bonnes courses, notamment en Autriche où sans l'accrochage avec Hamilton, c'était un podium.
C'était vraiment rough. Albon, il se faisait complètement dominer, puis ça se battait avec Kvyat dans une AlphaTauri. Qui se rappelle de Daniel Kvyat, là, vraiment? Ah, moi, je me rappelle, parce que c'était la Mais, Torpedo. Vettel, il l'aimait beaucoup. oh mon Dieu. Vettel, tu nous manques. Mais c'est ça. Donc, après, on a eu Perez en 2021. On était tous super contents de le voir. Là, 2021, il avait été quand même bon. Oui, oui, quatrième au championnat, il avait été solide. Là. Il avait gagné, d'ailleurs. Il a fait des podiums. Il avait été bon. En 2022, il avait été très, très bon sur le début de saison. Il avait gagné à Monaco. Il avait vraiment été très, très bon. Et après Red Bull, on commençait à tourner le développement de la voiture plus du côté de Verstappen. Donc, Perez devenait de plus en plus invisible. Même avec, il a quand même gagné à Singapour en fin de saison. En 2023, c'était assez serré entre les deux, mais Verstappen a fini par prendre le dessus. Et Perez n'avait pas été très très bon sur la deuxième moitié de saison 2023. Ouais, c'est à partir de là. Ouais, ben c'est ça. À partir du moment où Verstappen gagnait, Perez startait de la 15e place, faisait une remontée de malade pour finir en 4 ou 5e, alors qu'il y avait Verstappen qui partait 1 ou 2 puis qui gagnait avec 20 secondes d'avance. Ça, c'était. 2024, il avait bien commencé, mais à partir de je pense que c'est à partir de Miami, il est complètement lâché. À part le Grand Prix d'Azerbaïdjan, où c'était le seul Grand Prix qui avait bien performé, il a tout foutu en l'air en s'accrochant avec Sainz en fin de course. Donc. Après, on a vu Lawson, on s'est dit, ouais, ça peut pas être pire que Perez. Si on savait. Lawson a fait 2 courses avec Red Bull. Il y en a une qui n'a pas fini. C'est vrai. C'est vrai, l'Australie n'est pas fini. Il s'est craché. Et en Chine, il n'y avait aucun rythme. Après, on a mis Tsunoda, qui avait fait quelques bonnes performances. Il avait marqué des points, en tout cas. Ouais, plus que Lawson, mettons. Ouais, sauf qu'à partir du moment où Lawson est allé chez Visa Cash App RB, il a commencé à marquer des points. Tsunoda a commencé à devenir nul. Vraiment, donc, on est vraiment sur un deuxième baquet chez Red Bull qui est maudit. Et moi, je veux pas voir un Adjar, qui est un pilote qui est très fébrile. Là. Quand il y a quelque chose qui marche pas, il est très expressif. Il y a des radios, là, le fameux I destroyed the car! Ah, ouais, c'est ça quand même drôle. Mais généralement, il est très expressif Adjar. Et vraiment, il y a eu une bonne année, mais je pense qu'il aurait dû faire une autre saison dans le club junior Red Bull avant d'aller chez Red Bull. Mais Red Bull n'allait pas garder Tsunoda vu que le moteur Honda n'est plus avec. Puis aussi, ma question, c'est si Adjar wow, je reprends la phrase. Si Adjar allait pas chez Red Bull à un moment donné, genre, il n'y a pas de place dans les autres grosses écuries, qu'à un moment donné, c'est sûr qu'elle allait finir avec la top écurie Red Bull. Là. Oui, non, mais c'est juste que, tu sais, je pense pas qu'ils l'ont mis. Tu sais, dans une écurie comme Ferrari ou comme Mercedes, Antonelli, ils l'ont bien mis. Il a bien commencé sa carrière de Mercedes, puis ça a coûté cher. Mais, tu sais, je pense que dans une écurie moins toxique que Red Bull, type Mercedes, où tu fais une saison chez Williams, tu peux être prêt à aller chez Mercedes la saison d'après, mais dans un giron comme Red Bull, je pense que même 2 saisons, c'est pas assez pour arriver dans l'écurie mère. Parce que tellement. Si t'es pas Verstappen, t'es sûr que tu vas te faire baisser parce qu'ils sont juste là pour Verstappen, littéralement. C'est dommage parce que je pense que Adjar va avoir une saison vraiment difficile, même en essai hivernaux. Il y a eu quelques accidents avec la voiture et c'est pas très bon signe. Par contre, pour être sûr, j'ai apporté un petit peu d'optimisme pour Adjar. Il y a 2 trucs qui peuvent l'aider, je pense, cette année, même si j'ai peur pour lui. Premièrement, c'est le fait que c'est une nouvelle réglementation. Puis on l'a vu en 2022, quand c'est une nouvelle réglementation. Perez, c'est la saison qui a probablement été le plus proche de Verstappen niveau performance. Puis aussi, surtout, le dictateur Helmut Marko est parti. Donc ça peut toujours être un truc positif également. Il va y avoir moins de trucs. Il n'y a plus Christian Horner. Là. C'est Horner puis Marco, les deux sont partis. Sincèrement, en plus, il connaît déjà Laurent Mekies, il a travaillé avec. Laurent Mekies, qui est un très bon leader. J'ai vraiment plus d'espoir pour Adjar que comme j'en avais pour Tsunoda ou Lawson. C'est vrai que contextuellement, les nouvelles réglementations, peut-être que Verstappen a un peu moins envie d'être là. Sincèrement, on le sent. Vraiment, en début 2025, on le sentait vraiment démotivé. La Red Bull a commencé à performer, on le voyait un peu plus. Mais Verstappen, honnêtement, il est vers la
fin de sa carrière en Formule 1. Je dis bien en Formule 1 parce que Verstappen ne va certainement pas s'arrêter à Il fait F1. toutes les side quests de véhicules possibles. Ah, non, vraiment. Puis le pire, c'est que je crois que c'est en endurance. Ben, c'est un gros gamer. Puis Oui, c'est vrai. il voudrait peut-être faire les 24 heures du Mans avec Alonso. Là. L'audio puis Vettel, c'est ça que j'entendais. Ça serait Ouais. incroyable. Ça serait cool. Là. Ça serait le fun pour Vettel qui pourrait gagner de quoi. Parce que mais c'est ça, Verstappen qui. Vraiment, je pense que Verstappen disait qu'après son contrat qui finit en 2028, il allait peut-être pas revenir. Mais on assiste peut-être à une des dernières saisons en F1 de Max Verstappen. Donc vraiment, peut-être qu'un Verstappen moins motivé va aider à George. Jamais. Puis en fait, on va avoir un autre cru cette année. Là, ça va être un petit peu moins mêlant qu'en 2025 où il y en avait beaucoup. 5 ou Dans 6. ça, Ça dépend si tu comptais Lawson. Burman puis Colapinto comme des recrues. Ouais, ben, Tout oui, Colapinto. Colapinto avait genre fait 10 courses avant. Fait que c'est ça, c'était en tout cas. C'est une moitié recrue. ben, même Lawson avait fait des piges en 23 puis en 24. Ah, Mais aussi, techniquement, il y avait ouais. aussi eu Douane qui était là au début. Oh mon dieu. J'avais oublié. J'avais Jack Doohan. L'aventure Jack Doohan en Formule 1, je l'avais pas de Mais moi, je trouve qu'il était tassé rapidement pour Colapinto qui a pas fait mieux. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ouais, mais Alpine. C'est Alpine. C'est Alpine. Faut pas se poser plus de questions. Et ils ont pire, c'est qu'ils ont re-signé Colapinto alors que ce que Colapinto a fait le 3 quarts de sa saison, c'est se cracher. C'est plus, je pense, pour les Vraiment. sponsors que d'autres choses. Ah, Oui. c'est clairement juste pour ça. Et attends, je vais défendre un peu Colapinto. Je sais que c'est pas mon habitude. PO, tu sais le nombre de fois que j'ai rant sur lui dans les épisodes. Mais sincèrement, si vous aviez rien à faire pendant les dernières courses de la saison puis que vous regardiez le classement de la 18e place environ, c'était pas rare de voir Colapinto être proche de Gasly, même être devant lui. C'était pas rare. Ouais, non, c'est vrai. C'était pas rare tant que ça. Mais il est devant lui, son 19 puis 20 ou 18 puis 19. Ouais, le premier but d'un pilote d'F1, c'est toujours battre son coéquipier. Donc, tu sais, c'est. Ouais, peut-être que chez Alpine, c'est de pas se faire virer. Aussi. Tu sais, comme Douane, je l'ai jamais vu proche de Gasly maintenant, il y a pas eu le temps. Mais ouais, c'est. Ben, il n'avait Alpine. pas été mauvais en Australie. En Mais Calife, je me rappelle. Alpine, c'est Alpine. là. C'est un cas spécial. Mais ouais, la recrue de cette année. C'est un junior Red Bull. Je me rappelle pas de sa nationalité, mais Arvid, je pense britannique, ouais. Arvid Lindblad, qui avait montré des signes plutôt positifs en monoplace Formule 2, Formule 3. Donc, un pilote qui a pas trop forcé pour aller en F1. Donc, j'ai pas trop suivi la carrière de Lindblad. Et vraiment, les recrues Red Bull, c'est vraiment ceux-là que ça vaut moins la peine de suivre parce qu'ils ont 75-80% de chances de voir leur carrière ruinée parce qu'ils sont dans le même système que Max Verstappen. Donc, mais là, donc si c'est tu ça parles qui va- du port qui va en pouvoir être- 2028, là, il y a peut-être espoir pour lui dans 3 ans. Ouais, mais attends qu'il regagne, lui, il va rester. Jamais. Mais bon, Lindblad qui va avoir à ses côtés Liam Lawson, j'allais dire le très détestable Liam Lawson. Pas abuser non plus. Et Liam Lawson. Non, mais Liam Lawson a un côté un petit peu arrogant. Ouais, un petit peu baveux. Un peu baveux qui me tombe légèrement sur les nerfs, notamment en piste où il est pas toujours très propre. Là, mais, mais ces deux-là se détestent là. Parce que c'est pas à Lawson. Non, Lawson avait fait un doigt à Perez. Ah aussi, à Mexico. Ça c'était légendaire. Ouais, puis, en tout cas, non. Puis Perez avait fait un doigt aussi. Oui, c'était de bonne guerre. Perez en 2024, qui avait une meilleure course au Mexique en 2023, mais il a fini 16e en tout cas. 2023, il n'a même pas fait le premier tour. Donc, il va avoir Liam Lawson comme coéquipier. Il avait quand même eu une bonne saison 2025. Il y avait une 5e place à Bakou. Ben, j'avais trouvé décevant Lawson un peu l'année passée. Je trouve qu'il avait pris du temps à se remettre dans le rythme, genre Racing Bulls. Puis, je pense, ben, tu sais, c'est rare que tu es devant Adjar. Adjar était beaucoup plus impressionnant que lui, je trouve. Oui, puis c'est pour ça que c'est Adjar qui a été promu Red Bull, parce que Lawson chez Red Bull, ça n'a pas marché. Bon, ça ne marchera peut-être pas plus avec Adjar, mais bon, on sait que Arvind Lindblad va avoir un coéquipier comme qui est Liam Lawson pour la saison 2026. Est-ce que Lawson va pouvoir bâtir sur ses quelques bons résultats en 2025? En fin de saison, il s'en venait mieux. Mais la Racing Bulls était pas une voiture assez constante pour qu'on puisse voir l'évolution de son niveau et de son rythme.
de façon précise, mais je pense que ça va être un bon indicateur pour Lindblad s'il peut déjà se mesurer à Lawson, parce que Lawson n'est pas un pilote sans potentiel. Il a quand même une certaine vitesse, un certain rythme intéressant, une certaine intelligence de course, malgré son côté un peu rentre dedans au niveau de l'attaque. Ça reste un pilote qui avait été très bon là, à ses premiers Grands Prix avec AlphaTauri Ouais. en 2023. Là. Il avait éliminé Verstappen en qualif. Faut qu'on l'aimait, ça n'avait pas de sens. Ah, c'est en 2023 à Singapour. On l'aimait tellement. Puis après, en 2024, il est revenu et il nous gossait tellement. Et donc, Lawson qui va essayer de bâtir sur une saison 2025 inconstante. Donc, c'est à peu près ça pour le profil des pilotes. Il y a des pilotes qui ont plus d'attentes, il y en a qui en ont moins. On sait que Charles Leclerc, ça fait plusieurs années qu'il attend d'avoir une voiture un peu. Là, ça pourrait être son année. Justement, pour terminer, c'est quoi ton classement top 5? Les 5 premiers pilotes pour le championnat cette année. C'est quoi si tu avais à faire une petite prédiction? Là? Je vais essayer de ne pas paraître vendu, mais au vu de mon attirail, vous voyez que Une petite équipe préférée. Ah oui, mon équipe préférée, en fait, c'est McLaren. Oui. Oui. Et moi, j'adore aussi Mercedes, donc je sais pas pourquoi j'ai ça. Bien évidemment, je suis un tifosi. Honnêtement, de ce que j'ai pu observer en termes de données, en termes de résultats, je ne vais pas mettre Charles Leclerc champion. Mais, vice-champion. Ah, ok. Moins. Intéressant. Est-ce que c'est son coéquipier qui met champion ou c'est un pilote Mercedes? En champion, je mets George Russell. Parce que Mercedes, généralement, il trouve toujours un moyen de passer au travers les mailles du filet. Et je pense que Russell a quelque chose que Leclerc n'a jamais eu, c'est-à-dire de la chance. Ça, c'est un truc qui m'énerve avec Russell, c'est qu'il a bien beau avoir aucun rythme, il va finir quatrième. Ouais, ben c'est ça que ça vient le fameux meme, genre does nothing, ends up P3, là, c'est tout comme ça. Vraiment, il est cinquième, il est troisième, il est lent. Ses petits scores, il pite, il finit pas 3. Vraiment, c'est tout le temps ça. Là. En 2022, c'était. 2022, c'est rough. Il y a la chance qu'il avait. En 2023, il avait été nul. 2024, il avait été bon. Mais 2025, ça revenait. Il faisait rien, puis il faisait des top 5. Vraiment, Russell. Mais même s'il est chanceux, il y a le côté que Russell est opportuniste, puis il arrive toujours à se mettre à la bonne place au bon moment. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut faire la différence, mais il n'y a pas l'expérience de s'être battu pour un titre. D'accord. Oui, Leclerc, oui, il a un peu plus d'expérience, mais l'expérience de jouer le titre, il l'a pas tant non plus. Là. C'est comme... Mais il l'a plus que Russell. Ah ben, il l'a eu pour 5 courses en 2022. Ouais, il l'a eu en 2024 aussi. Ah là, il se battait plus le constructeur. Ouais, il a fini 3 pilotes, mais il était loin là, quand même de Max Norris. Puis il a fini vice-champion en 2022, mais genre 140 points de max. Ça, donc, je pense que Russell va peut-être être un petit peu plus fébrile. On sait que Russell, j'inverse Russell, j'arrête pas de... notre ami George a tendance à être un petit peu brouillon en roue contre roue. Ouais, ça oui, ça c'est... Donc, ça va rester à voir. Il s'améliore, mais bon, je pense que je vais quand même mettre Russell en champion. Ça me fait mal, mais j'ai pas envie de mettre Leclerc premier, puis qu'après, tu veux pas être déçu. Il y a une saison à... C'est ça, les fans de Ferrari, il faut... En tout cas... Troisième, je vais mettre Lewis Hamilton. Ok, on est dans l'opium. Ok, c'est bon. non, mais honnêtement... Ok, toi, tu penses vraiment qu'Antonelli pourrait finir devant Hamilton? Moi, je pense pas. Moi aussi, je pense les deux Ferrari. Non, justement, Antonelli, quatrième, parce il manque d'expérience. Il manque d'expérience. On l'a vu, il est capable d'être rapide comme il est capable d'être terriblement brouillon. C'est le Grand Prix d'Autriche, sa manœuvre sur Verstappen, j'ai jamais compris ce qu'il voulait faire. Ah non, ça c'était intense. C'est pour j'ai fait, ok, il a fait le kamikaze. Taliban Tonelli, c'était ça. Et même mais les Pays-Bas avec Leclerc, manœuvre. Est-ce que c'est possible qu'un pilote, soit McLaren ou Verstappen chez Red Bull, passe même devant Tonelli ou vraiment la Mercedes est un autre niveau? Ça va dépendre en fait le niveau de McLaren et Red Bull parce que honnêtement, je les ai un petit peu moins regardés. Ils ont été plus discrets pendant les essais.
pense honnêtement que Verstappen va finir en avant des deux McLaren. Tout dépendamment de la performance de la Red Bull, Verstappen peut être 4, même 3e au championnat. Donc, techniquement, McLaren, c'est vraiment la 4e, en gros. Là. Oui. Puis les pilotes sont jeunes, puis j'ai l'impression que McLaren, ils vont perdre beaucoup de points parce que Piastri a une revanche à prendre sur Norris. La Papaya Row. Je pense pas qu'il va se gêner. Là. Le Papaya Row, je pense qu'il y a Piastri qui est tanné. Puis là, Il est ça là. je pense que puis Norris, étant donné qu'il a été champion, ça reste que ça change ton caractère de pilote. Ouais. Quand tu gagnes un titre, mine de rien. Là, c'est pas comme dans les années 80 où il y a beaucoup de pilotes qui, après être champion, ils n'ont plus rien fait. Là. James Hunt, Rudy Scheckter. Ouais, non, c'est... Ouais, Jones, ouais, c'est ça. C'est gagner un titre, ça change quand même quelque chose dans ta mentalité de pilote où tu dis je l'ai eu, j'en veux un autre, mais est-ce que je suis prêt à autant donner? Peut-être que Norris va être un peu plus soft qu'il l'est. Ben, je pense mais on sait jamais. Il va être plus agressif, moi, je pense. Là, il va avoir de la confiance en lui. Ouais, aussi. Il va la reperdre parce que. On a compris la hate sur Norris. Hey, c'est lui le champion, arrête d'être. Ouais, je suis champion avec une voiture dominante. C'est le champion, je veux rien entendre. Sur sa voiture, on va voir le 1, le magnifique 1 du champion. Ah, ouais. C'est juste ça qui compte. Let's go. Je tiens à dire qu'à part Verstappen, les pilotes qui ont porté le numéro 1 une saison, ils ont eu des saisons dégueulasses. Vettel en 2014, Raikkonen en 2008. Button en 2010, ça avait été rough là aussi, on va se le dire. Ouais, il avait joué le titre, mais il était loin. Hamilton en 2009, c'était rough. Hamilton en 2009. Mais non, mais tu sais, quand l'affaire, s'il faut commencer à chialer sur le fait que Norris il était champion parce qu'il y avait une voiture dominante, on va chialer sur tous les titres de Schumacher ou de Senna ou d'Hamilton. Non. Tu sais, ben, ils ont tout de suite des voitures dominantes à mener dans leur carrière. Non, là. On parlera pas comme ça. On parlera pas comme ça du Kaiser. Là. Mais, non, mais c'est vrai. Là, si Norris il perd un peu de légitimité parce qu'il y a une voiture dominante, toutes les champions vont perdre la légitimité. Mais je pense que qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il a failli perdre le titre contre Verstappen qui avait un bout dans la saison, une poubelle. Là. Ok, ouais. Non, mais c'est parce que tu t'enlèves rien au mérite. Tu sais, c'est que t'as la meilleure voiture, mais il n'a pas rien fait d'incroyable. Il a gagné avec la meilleure voiture. Mais je vais être honnête, en même temps, je trouve que McLaren, ils ont troll. Là. Maintenant, leur stratégie, leur Papaya World, tout ça, ils ont fait perdre des points qu'ils n'auraient pas dû à leur pilote. Là. Non, mais moi, c'est quand ils ont dit on s'en fout de perdre le titre constructeur, on veut juste pas donner d'ordre d'équipe. C'est le titre pilote. C'est le titre pilote qui s'en foutait de perdre. Mais ouais, en tout cas. Genre vraiment. On s'en souvient. On s'en souvient à Monza quand ils ont échangé à cause de l'arrêt raté de Norris. Puis Verstappen s'est foutu de leur gueule à la radio. C'était quand même drôle. Attends, ils ont swap? Moi, je l'aurais jamais fait. Le pire, c'est que si t'enlèves le swap, Verstappen est champion. Oui, mais il aurait fait une autre stratégie sinon. Là. Je peux pas croire. Tu prends pas les mêmes décisions si t'as moins de points à toute fin. Non, mais. Faut pas commencer à faire des what if avec cette saison-là. Parce que oui, ok, Max perd le titre à Barcelone. Puis. Mais la double. Norris qui DNF au Canada à cause d'une manœuvre d'Emile ou problème mécanique. Là. Puis les deux DQ des deux McLaren à toute fin. Pour ça, c'était écrit pour faire du cinéma, là, maintenant. Là. Oui, ça oui. Honnêtement, c'est là qu'ils ont qualifié pour les ailerons illégaux en fin de saison quand les ailerons étaient légaux. Puis il y a pas aussi genre une affaire de 1 mm. Genre. Non, McLaren, c'était plus l'usure de la planche. Pourquoi il avait disqualifié? C'était pas les. Ah, c'est vrai. Mais c'était genre de 1,5 mm, genre, bro. C'est ça. les ailerons flexibles, c'est plus 2024. C'est plus ça. Ben. Ok, que si on récapitule, Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen. Puis en 6e place, un Piastri, puis en 7e. Mais tu sais, ça peut être interchangeable, ça va vraiment dépendre, parce que McLaren sont capables de changer une hiérarchie. Là. 2023, là, ça se battait pour la 15e place à Bahreïn, puis en Autriche, en Grande-Bretagne, ça a fait un podium. Ouais, je me souviens quand Verstappen a vu Norris, il était surpris à maudit. Là. Bon, après, puis je me rappelle que vraiment, on était là, genre, en Autriche, bro. McLaren en Autriche, c'est un one-off. Là.
Ils ont fait 2 et 3 en Grande-Bretagne. On a fait. Un qualif puis 2 et 4 en course, ouais, non, c'est quelque chose. Avec Piastri qui avait failli faire un podium, on était comme. Ouais, ben là, ça t'offre pas en Hongrie. Norris a refait deuxième. C'est ça, c'est comme ce moment-là. Vraiment, donc, ils ont vraiment changé. Il faut les respecter pour ça parce qu'honnêtement, des gros virements de situation de même. McLaren sont bons de ça. 2004-2009, on a des poubelles et on finit avec des voitures performantes. Là. C'est vraiment l'équipe qui a le plus progressé depuis 2022, honnêtement. Ferrari qui, au lieu de progresser, il régresse. Mais ça, c'est. Hey, non, Ferrari, c'est comme ça. Bref, mais en fait, McLaren, c'est par période. McLaren, c'est. Mercedes, c'est ça. Red Bull, c'est ça. Ils sont pétés, puis après, ils baissent. Quand ils drop, Red Bull, ils drop rare. Ferrari, c'est genre. Ah! Je fais un podcast où je fais des mouvements avec mes bras alors que c'est audio. Ouais. En tout cas, c'est pendant ici. Ok, c'est ça. Ça, c'est mes prédictions pour le championnat, mais c'est ce que je me considère pas comme un expert non plus. J'ai mes partis pris, j'ai mes tendances vers Ferrari. Donc, c'est sûr que je vais pas mettre les deux pilotes Ferrari 5 et 6e au championnat. En tout cas, De ce que j'ai. Je me base sur les données des essais hivernaux qui, des fois, sont pas toujours révélatrices. 2019, 2016, Ferrari qui avait fini premier. 2015 aussi. Ah, puis 2014. Ah oui, oui. Non, pas 2014. 2014, il était supposé être performant. En tout cas, il avait fait des bons tours. Puis là, après, surprise. En 2020, Alfa Romeo qui était pété. Ah ben là, le moteur. Mais, ok, PO, toi, fais rapidement, si on fait rapidement avant de terminer ce bloc-là, si tu fais rapidement ton top 5. Norris 1, 2, 3, 4 et 5. Non, ok, non. Et c'est bon. Ben, je vois le même top 2 entre Leclerc et Russell. Moi, je serais pas contre un Russell parce que ça va sonner bizarre, là, mais eux qui me connaissent savent que Russell, présentement sur la grille, c'est mon deuxième pilote préféré après Norris. Que ça me dérangerait pas qu'il soit champion. En général, les pilotes que les gens détestent, PO, ils les aiment bien. Oui, je les aime bien, mais Russell, c'est vraiment. Vettel. Vettel, moi je l'adore, c'est le GOAT, là, mais ça. Vettel, tout le monde aime. Okay. On aime tous Vettel. Mais Russell, pourquoi je l'aimais, c'est quand il est venu remplacer dans Mercedes, puis qu'il aurait dû gagner, mais là, ça l'a chié, là. C'est vrai, là. Puis là, je l'avais trouvé vraiment bon, que là, je l'ai aimé à partir de là. Oui, c'est le fameux Grand Prix que ça tombe, Russell qui fait une course sur Mercedes, ça tombe pile la course sur Mercedes et nulle part. Non, il était pas nulle part à dominer, c'est juste qu'ils ont fait de la merde, là. C'est comme... Vraiment, c'est ça. Ça tombe la course, Mercedes réussit plus rien, puis là, ils mettent les mauvais pneus, fait que là, il fait un arrêt de plus. Mais j'ai le goût de prédire Leclerc champion du monde. Parce que, selon moi, sur la grille, après Verstappen qui est juste dans un autre niveau, je trouve que Leclerc, c'est le deuxième pilote de la grille. Non. Ben pour moi, Leclerc, c'est le deuxième meilleur pilote, puis je pense même qu'il y a un écart. C'est juste qu'il n'a jamais eu la voiture. Puis je pense que si une voiture qui peut compétitionner avec les départs qu'on a vus, qu'ils ont masterisé, puis si l'aileron pété s'en vient en fin de saison, je pense que Leclerc pourrait être champion du monde. Je mets Russell 2, Hamilton 3, Verstappen 4, puis Antonelli 5. Mais Antonelli, il peut, parce qu'il est encore assez inconstant. Ouais, j'ai l'impression qu'il va perdre des points sur des gaffes un peu genre DNF, ouais, des trucs comme ça. Il marchait vraiment par période. Il y a un bon début de saison, il y a un gros temps mort, après un temps mort. Il y a eu 5-6 courses où il n'a pas marqué de points puis il était absolument de Je pense en fin de saison, il allait bien par contre. Puis toi, Thierry, c'est quoi ton classement? Il était correct. Ben écoutez, moi j'ai prédit Lance Stroll champion avec devant Lawson puis Bottas. Et Bottas, exactement, oui. Non, j'ai arrêté de blaguer. Je vais essayer de pas trop me mettre de hype. Je vais dire Russell champion. Mais je vais garder le même top 2 que vous deux aussi. C'est que je vais dire Leclerc deuxième en vice-champion. Troisième, je vais y aller avec Max. Parce que il n'y a pas besoin de la meilleure voiture pour faire des bonnes performances. On l'a vu. Là. C'est vrai. C'était un Alonso moderne, mais encore plus pété. Donc, en tout cas, Verstappen 3. 4, je mettrais Lewis. Et 5, je mettrais Norris. Je vais mettre Norris 5. J'ai de la difficulté à avoir au moins pas un pilote McLaren dans le top 5. Sincèrement, je suis comme. Ouais, mais Antonelli, si on comprend de la façon que Noah parle, c'est probablement eux qui ont la meilleure voiture
Qu'il soit pas Ouais, top Ça va être la 5. constance qui va jouer. Faut pas oublier McLaren, ils ont quel moteur? Ouais, j'avoue. Mercedes. ouais, mais genre, on n'est pas à l'abri que Mercedes commence bien et puis qu'il chute. Là. Mm. Avec les nouvelles réglementations, souvent la hiérarchie des premières courses. Ça va changer. On s'appelle en début 2022, Haas était troisième au constructeur. Hein. Pour une course, mais ouais, c'est on finit vite. Et Red Bull était nulle part. Ouais. Non, c'est parce que. Excusez, j'ai rapporté d'autres contextes, mais 2022, c'est parce qu'après une course, il était nulle part. Les deux avaient eu des problèmes mécaniques. Là. Ça avait comme pas aidé. Là. Il y avait eu double DNF. Là. Il a fini que 0 point. C'est vraiment. Pendant toute est la sur course, pendant toute la course, Jean Verstappen et 2, Perez et 4. Là. C'est comme ça. Ouais. C'est pas comme s'il était nulle part. Là. Mais Non. ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est bon. Fait que c'est pas mal tout. J'espère, en tout cas, en espérant que nos prédictions soient relativement fidèles d'ici la fin de la saison. Je vais parler aussi rapidement. On va avoir un nouveau Grand Prix cette saison. 2 Grands Prix en Espagne. Donc, en gros, le Grand Prix à Barcelone, qui va être le Grand Prix Barcelone-Catalogne. Ils ne se sont pas foulés sur le nom. Puis, il va y avoir le Grand Prix de Madrid, qui va être le Grand Prix d'Espagne cette année sur le circuit de Madrid, qui a l'air dangereux. Mais écoute, c'est ce qu'on disait de Jeddah au début. Là, ça a quand même assez gâteau, on va se le dire. Et là aussi, il faut parler du fait de la situation géopolitique pour l'instant. Je sais que pour une émission Donc, comme une autre, on n'est pas supposé en parler. je vais enlever ma veste de GoF1 puis mettre ma veste politique. Non, c'est pas vrai. Mais non, on n'est pas, assuré d'avoir Tous les Grands Prix. le Ouais. calendrier complet. Parce que à cause de la situation actuelle au Moyen-Orient, Bahreïn. notamment à cause. On risque potentiellement de perdre Bahreïn, Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Qatar et peut-être Ben, même. Je pense que, ben, non, moi, je pense que Qatar et Abu Dhabi sont plus safe parce qu'on sait que c'est comme les 2 dernières courses de la saison. Ça va. Mais Les deux pires. c'est comme. Mais Bahreïn et Arabie Saoudite, je suis d'accord qu'ils sont vraiment en danger parce que c'est dans pas longtemps, puis il faut qu'ils prévoient la logistique d'avance. On l'a vu en endurance. La première course, c'est les 1812 km du Qatar, puis la course a été reportée à plus tard. Justement, c'était fin mars qu'elle devait avoir lieu. Donc, ça, je suis d'accord. Puis pour l'instant, on a entendu dire que Portimao et Imola seraient prêts à se proposer pour organiser des Grands Prix en catastrophe. Mola n'est pas déjà là. Non, Imola n'est pas dans le calendrier cette année. C'est la dernière année 2025. Je sais qu'il y avait peut-être mal Sepang qui voulait peut-être. C'est pas que j'ai pas entendu parler, c'est plus Istanbul que j'ai entendu parler. Ah oui, ramener Istanbul. À la Turquie. Ça, il y a toujours des rumeurs d'un Grand Prix en Thaïlande ou en Afrique du Sud, ça c'est toujours là. Ouais. Pourquoi pas un 4e Grand Prix aux États-Unis? Allez! Non. Ben oui, parce qu'au lieu d'aller au Moyen-Orient, on va dans le pays qui attaque le Moyen-Orient. Ben non, écoute. Ben, tu sais, dans les 2 cas, il n'y a pas du tout de dictateur qui dirige ces pays-là, c'est cool. On va faire ramener un Grand Prix en Russie. Donc. Mais ouais, c'est ça. Donc ça va être Je dis, prochain Grand Prix au Rwanda. Ça, c'est. En plus, il en parlait au Rwanda. C'est ça le pire. C'est accéléré. Hey, ça s'est amélioré. C'est plus le Rwanda qui Ouais, fait mais des ça jeux troll. de- En tout cas, ouais. Là c'était l'instant sportif, là, c'est rendu l'instant politique. Ouais, c'est l'instant politique. Ouais. En tout cas, ça fait. C'est juste que ça fait toujours mal de voir qu'on a 3 Grands Prix aux États-Unis, 22 au Moyen-Orient, puis t'en as pas en Allemagne. Là. Ouais, mais c'est l'Allemagne qui veut pas revenir. Hey, non, c'est pas l'Allemagne, c'est que rendu aussi, là, les. Comment ça coûtait un petit peu. Ça coûtait un peu trop cher. C'est Miami, puis les Émirats, ils ont de l'argent à brûler, là, on va se le dire. Peut-être que le gouvernement allemand est peut-être pas prêt à mettre. C'est pour ça, comme, c'est 2019, le Grand Prix, pourquoi il y a eu lieu en Allemagne, à Hockenheim, c'est parce que c'était les 125 ans de Mercedes. C'est Mercedes qui a sauvé l'événement. Puis en 2020, c'est à cause de la COVID qu'il y a eu un Grand Prix en Allemagne. Sinon, depuis 2018, il n'y en aurait pas eu. Là. Parce que ça coûte trop cher rendu là. Mais ouais, ça, c'est d'autres débats. Là. On va pas commencer à rentrer là-dedans. Mais ouais, c'est ça. L'instant finance. L'instant final. Écoute, on va faire tout le prochain épisode. On invite Pierre-Yves Maxwin en direct. Ça va être crazy. Donc, voilà, notre premier Grand Prix qui va être cette fin de semaine du côté du circuit de l'Albert Park à Melbourne, en Australie. On rappelle les heures, minuit, samedi le 7 mars pour les qualifications. Et le Grand Prix va être aussi le 7 mars à 11h du soir. Donc, ça va être à surveiller. Je ne crois pas qu'on annonce de pluie du côté de Melbourne. L'année passée, il y avait mouillé. Ça nous avait fait quand même une course sympathique, on va se le dire. C'était quand même pas pire. Ouais, il y avait des rebondissements. Il y avait eu des rebondissements, c'était cool. PO, Ouais, je me souviens, on l'avait écouté chez vous après le bal de finissant. Oui. Ça a été cool. Moi, le souvenir le plus clair, c'est les 2 McLaren qui sortent de piste. Bah, C'est- et juste Piastri. Surtout Norris. Piastri. Hein. Ah, puis Norris, Ouais. Non, mais Norris avait réussi à reprendre, mais Piastri lui avait fait la tondeuse.
Ouais, mais puis je me rappelle que techniquement, tu checkes ça, mais si Piastri se sort pas, il donne le titre. Il y a beaucoup de petits détails ici et là Il y qui a beaucoup auraient pu de- changer. On a eu un championnat où il y avait 3 pilotes qui se battaient pour le titre, donc vraiment. Et le meilleur a gagné? Non? Je me Non, rappelle ok. aussi que c'était la course où les rookies ne voulaient pas finir. Ben, Ah, Antonelli avait ouais. fini 4, puis tout le monde était genre wow, puis sinon, Herman avait fini la course, je pense, mais il avait fini loin. Ah, job, même pas Ah, mais ça, commencé. c'était quand? Adjar avait Adjar a pas fait DNF, le Doohan départ, avait DNF, s'est Lawson. craché, Bortoletto s'est craché. Ah non, ça avait été rough. Alonso s'était craché, Sainz s'était craché. Ouais, tout le monde s'était crash. Ouais, ça, justement, il faut faire attention. Petit dernier truc, le Grand Prix d'Australie, c'est la malédiction des vainqueurs. Depuis plusieurs années, le vainqueur de l'année précédente abandonne. En gros, en 2022, Leclerc remporte la course. 2023, il abandonne. 2023, Verstappen remporte la course. 2024, il abandonne. C'est vrai. 2024, Sainz remporte la course. 2025, il abandonne. C'est vrai. Donc là, 2025, Norris remporte. Donc là, écoute. IDNF? Non, 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 non. Okay, Moi, je dis pas non. Moi, je Oh, dis ça, on un le sait, gros non. Écoute, vous l'aurez compris, je déteste la musique. On l'a vu que t'as pas compris. T'es Non, en juste tout un cas, hater parce qu'il a gagné. Ah, il est trop facile. Je l'aimais déjà pas avant. Ah, il En est tout trop cas. facile. donc, c'est cette fin de semaine. Très hâte que ça commence. 3 premiers Grands Prix qui vont être de soir. Donc, préparez-vous à soit vous lever tôt ou à vous coucher très tard. Ouais. Je pense que nous, en tout cas, personnellement, moi, ça va te coucher Ouais, très moi tard. aussi, ça va te coucher. Même la L'Australie, Chine, je dis pas parce que la course est à 11h, mais la Chine, c'est à 3-4 heures du matin. Moi, je pense que je me couche. Hein. Ouais. ben, Autant, écoute, autant, PO, comme autant regarder. on a été capable Autant tu sais, regarder. de toffer pour la finale de l'Australian Open. En tout cas, un bon Ouais, bout, toi, donc, t'as quasiment réussi, là. alors, moi, je voulais dormir. J'étais comme, je voulais pas l'écouter. Toi, t'étais comme, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, j'ai écouté les 3 premiers sets, là. Ouais, c'est ça. L'Australian Open, mon Dieu. Ben, l'Open d'Australie. Ah, c'était C'est un. tard, là. Ah oui, c'était à 3h30, je pense que le match commençait. Fait que. Ah, mais c'est ça, la Chine. C'est qu'on a l'Australie souvent à minuit. Ça va. La Chine, c'est à 3-4 heures du matin. C'est Il faut toffer jusqu'à 3-4 heures. Moi, souvent, je me dis, let's go. Je m'endors à 1h30 du matin. Puis Japon à 1h du matin. Donc, ça, c'est. Japon, je m'étais endormi l'année passée, mais c'est parce que j'étais couché. Non, j'étais comme couché. C'est que c'était compliqué de rester réveillé. Bon, ouais, c'est ça, exactement. J'étais comme. Mais le problème, c'est que c'est des grands prix qu'on écoute l'année puis qui sont généralement pas super. À part l'Australie. L'Australie avait été sympathique, mais la Chine puis le Japon l'année passée, ça avait été deux daubes, là, on se le dit. Oh mon Dieu, c'est le Japon. Le Japon m'était endormi dessus, puis la Chine, PO, tu t'es endormi dessus, tu dormais chez nous. Mais moi, j'ai eu de la misère. Donc, voilà, Grand Prix d'Australie, cette fin de semaine. Préparez-vous du café, Gourou, Monster Energy, Red Bull. En tout cas, peu importe si vous voulez rester réveillé. Très hâte pour la course, très hâte pour ce début de saison qui s'annonce vraiment très intéressant. Puis c'est pas mal tout pour ce bloc de F1. Donc la semaine prochaine, dans le nouvel épisode régulier de l'Instant Sportif, on va revenir sur ce premier Grand Prix de la saison en Australie. Je crois qu'on va commencer avec 2 fins de semaine de suite avec un Grand Prix. Saison qui se Ça termine. va rappeler les bonnes heures de Race Review de Depiello. C'est vrai. Puis aussi, la saison se termine au mois de décembre, comme d'habitude, avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, Vous allez me revoir. ouais, on va te réinviter, c'est sûr. Mais en tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui pour parler des essais de pré-saison. Puis on va se retrouver prochainement pour d'autres épisodes de l'Instant Sportif.